Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'Invité Culture. Dans son roman L'histoire de Gacha et Langa, Hadi Bouabid nous livre un conte philosophique sous les traits d'une fable intemporelle. Un village menacé par une sécheresse dévastatrice confie son salut à ses deux meilleurs guerriers, l'un choisi pour son courage, l'autre pour sa prudence. Tous deux doivent tenter de trouver une terre fertile, abondante en eau et en gibier. Le parcours de Gacha et Langa est une véritable confrontation idéologique entre deux visions du monde. Gacha incarne la figure de la conformité, du respect absolu des traditions, des dogmes également. Et puis, de l'autre côté, nous avons Langa qui représente l'éveil de la conscience individuelle, la liberté de penser et la capacité de se remettre en question face aux réalités du terrain. Hadi Bouabid, bonjour à vous. C'est un plaisir de vous avoir comme invité ce soir et de parler de cette histoire que je tiens entre les mains, dont on voit la couverture s'afficher en background. Bonjour madame, merci beaucoup pour cette invitation qui me permet de m'exprimer effectivement sur ce premier livre qui a été édité en France, mais qui est disponible aujourd'hui au Maroc. Et vous avez très bien résumé le livre qui est en fait sous forme d'un conte, une légende qui a une double lecture. On pourrait penser que c'est un livre jeunesse, et petit à petit, dans le cheminement de la lecture, on comprend qu'il y a des messages philosophiques, sociaux, parfois même un peu politiques, mais on le comprend aisément. Donc c'est la double lecture qui est intéressante dans ce livre. Donc, il est destiné à tous les publics, finalement. Vous parlez d'une double lecture, j'ai envie de dire plusieurs niveaux de lecture. Plusieurs niveaux de lecture, oui. J'aimerais qu'on revienne au point de départ de cette histoire, de ce roman, Une sécheresse dévastatrice, donc, qui pousse le village à envisager l'exode. Donc, deux guerriers qui ont été envoyés, on va dire, en éclaireur. L'un choisi pour son courage, ses capacités physiques, et puis l'autre pour sa prudence, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que la situation actuelle fait un petit peu écho, un petit peu aux défis climatiques que l'on est en train de vivre aujourd'hui dans le monde? Alors, on pourrait le voir comme ça, mais le contexte de ce livre, en fait, est important. Ce livre a été écrit dans un contexte assez inhabituel, c'était pendant le confinement. Et justement, pendant le confinement, il y avait cet événement inédit, qui était inattendu et qui était choquant, qui a fait que nous étions dans une situation qui n'était jamais arrivée auparavant. Donc la situation inédite de la sécheresse pourrait être aussi cet événement dramatique de la Covid. Et la confrontation entre les deux façons de résoudre le problème, c'était effectivement aussi un clin d'œil à cette époque-là, où il y avait effectivement des voix qui se heurtaient, qui s'entrechoquaient, qui n'étaient pas d'accord sur la façon de résoudre ce problème inhabituel. Pourquoi avoir choisi le conte philosophique pour raconter cette histoire ? Parce que je souhaitais que finalement les enfants puissent accéder à ce livre. Donc je l'ai écrit d'une manière un petit peu simple. Et puis petit à petit, j'ai corsé un petit peu ma façon d'écrire. Et puis, comme vous allez vous rendre compte, au fur et à mesure de l'écriture, nous reprenons l'écriture du roman. Au début, ça commence avec un style un petit peu de conte, un style facile pour nous emmener rapidement dans le fond du problème, et justement pour emmener le lecteur facilement à la situation qui était intéressante, où on pouvait justement lire les messages. Donc il y a un cheminement et même un changement d'écriture au fur et à mesure du livre. Un texte effectivement court mais dense, avec des valeurs et des messages importants qui sont tout de même transmis. Vous placez cette intrigue dans un décor qui est intemporel, une tribu fictive, donc on n'a pas d'idée ou localisation géographique par rapport en tout cas à l'espace où se déroulent les événements. Est-ce que vous cherchez d'une certaine manière à ce que la portée de votre message soit justement universelle et soit accessible et destinée à tous ? Oui. Au départ, je ne voulais pas situer cette aventure en Afrique, mais finalement, j'ai quand même voulu le situer géographiquement en Afrique, mais sans préciser où, parce que finalement, ça ne sert à rien.
Et justement, comme le message est universel, j'ai utilisé tous les codes d'universalité, c'est-à-dire on voit bien qu'on parle dans un village démocratique où il y a finalement une situation où le chef est légitimement élu par le vote. Et on voit aussi une organisation d'une société qui finalement est dans un mode traditionnel. Et on peut tout à fait le substituer aux sociétés modernes qui, avec les mêmes problématiques. Et justement, on a Gacha qui incarne le respect absolu des règles, des traditions, du chef de tribu également. On a Langa qui lui représente un petit peu l'esprit critique, mais par la force des choses et au vu de la situation qu'il est en train de vivre. Parlez-nous un petit peu de la construction de ces personnages au sein du récit. Comment vous les avez travaillés pour mettre justement en dualité ces deux personnalités? Alors justement, pendant le confinement, comme il y avait finalement une dualité de l'humanité qui était grossièrement scindée en deux, pour résumer les choses, même si c'est un peu plus complexe que ça, j'ai imaginé deux personnages finalement, qui faisaient partie du même moule au départ, et qui dans une situation imprévue, dans une situation dangereuse, dans des situations où ils sont confrontés à l'adversité, il va y avoir justement deux façons de résoudre le problème. Une façon qui est absolument académique, qui répond à l'exigence du pouvoir et qui est dans une logique de sujet complet. Et puis, le deuxième personnage, c'est quelqu'un qui au départ a les mêmes valeurs, mais qui au fur et à mesure va se donner la possibilité de réfléchir autrement dans des situations imprévues et essayer par le bon sens, c'est un terme très important dans ce livre, le bon sens, essayer de résoudre les problèmes autrement, car il est convaincu que ceux qui l'ont conduit dans cette mission n'étaient pas eux-mêmes, n'ont pas eux-mêmes les réponses à ce problème. Donc ce sont deux personnages qui finalement se ressemblent au départ et qui, dans l'aventure et dans l'adversité, vont montrer leurs différences. Et justement, cet éveil, on va dire, de Langa se fait face au danger, donc face au terrain. C'était important que ce soit au moment où sa survie est en jeu, que cet éveil conscient, on va dire, apparaisse. Souvent, l'être humain a un élément déclencheur. Et certains se déclenchent, on va dire les choses un peu vulgairement, d'autres beaucoup plus tardivement, ou pas. Vous voyez ? Donc je pense que dans ces situations, l'élément déclencheur, c'est le danger. Et la prise en considération des actions à faire pour résoudre le problème et essayer de fuir ce danger. Et justement, dans cette aventure, tout avait été prévu dès le départ, puisque j'avais mis les ingrédients. La vuvuzela, la fiole magique qui pouvait éventuellement repousser les prédateurs, parce que je savais qu'à un moment dans l'aventure, il allait y avoir l'utilisation de ces deux instruments. Le choix de la vuvuzela était un choix qui a été proposé par le Sénat, comme seul élément de survie, finalement, devant un grand danger. Et le choix de la fiole a été proposé par un scientifique, mais sous le manteau, si je peux me permettre, à Langa, qui lui, l'a pris sans vraiment y croire, mais qui finalement va se dire peut-être que c'est peut-être l'objet de mon salut au moment où il l'a utilisé. Et puis justement, cet instrument, la vuvuzela, qui a été utilisé donc par Gacha. Oui, exactement. Et on voit que, donc, selon ce qu'on lui avait promis, une troupe d'hommes devait le rejoindre, enfin les rejoindre, quel que soit l'endroit où ils étaient au moment du danger pour pouvoir les secourir. Et on voit que pour l'application de cette décision, il y a tout un processus en fait lié justement à ce système démocratique dont vous parliez tout à l'heure,
des tractations, des discussions? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a entendu ou est-ce que c'est le son d'un éléphant? Et puis il y a eu toutes ces... Alors, et on voit qu'en termes de réactivité... Le temps de la démocratie, c'est aussi le temps du débat. Mais dans l'urgence, il n'y a pas de débat. Justement. Et donc finalement, c'était une façon de montrer qu'il y a malheureusement un éloignement terrible entre les besoins immédiats, parfois, de la société et le retard de la prise de décision. Donc, est-ce que vous essayez de décrire un petit peu les limites d'une démocratie un petit peu essoufflée, par moment en tout cas, ou qui ne s'adapte pas forcément Décrire les limites d'une démocratie, c'est à la limite dire que la démocratie ne sert à rien et qu'il ne faut pas de démocratie. Non, c'est ce que je ne décris pas les limites d'une démocratie. Moi, je milite pour une démocratie éveillée qui permet peut-être par différents moyens, par des méthodologies différentes, d'avoir un exécutif beaucoup plus réactif et un temps de réflexion et de débat beaucoup plus raccourci. Bon, ça c'est pour mon opinion personnelle que je ne véhiculerai à partir de cette histoire que vous avez comprise dans le dernier chapitre lorsqu'on est arrivé évidemment au verdict. Justement, pourquoi j'ai eu la sensation que c'était les limites, même si ce n'est pas le message qui a été envoyé en tant que lectrice, c'est au moment où on a donc un des guerriers qui survit et qui revient au village pour avertir d'abord des faits et qui peut aussi assurer qu'il y a une terre qui permette l'abondance, que ce soit en eau ou en gibier, qui permettent à cette tribu de survivre, mais c'est une personne à qui on fait répéter la même histoire plusieurs fois sans vraiment lui donner la sensation d'être écoutée ou de croire en ce qu'elle raconte. Et ensuite, il y a un verdict qui est, on va dire, qui tombe, mais qui ne prend pas vraiment en considération tous les éléments qui ont été... oui. Effectivement, c'est avancé, voilà, on va dire. Ce Sénat qui s'auto-congratule finalement a déjà fait son verdict avant même le procès. Donc ils ont estimé que de toutes les façons Langa est coupable. Et donc ils vont le diriger vers sa culpabilité. Donc c'est les limites de la démocratie. On peut aussi bien être dans une démocratie et être dirigé vers une culpabilité qui n'est pas la nôtre. C'est celle de Langa qui n'a pas eu le temps ou qui a mal raconté son histoire parce qu'il avait en face de lui cette assemblée et qui finalement ressemblait beaucoup aux prédateurs qui l'ont pourchassé dans la jungle. Le même type de harcèlement, le même type de ricanement. Je ne vais pas tout raconter parce qu'il faudrait bien qu'on puisse découvrir ce livre. Mais effectivement, on peut rendre coupable n'importe qui. Il suffit juste finalement de partir de la mauvaise hypothèse ou de l'hypothèse qu'on a choisie. C'est comme en mathématiques. Une mauvaise hypothèse peut donner un résultat et un résultat qui est logique dans sa structure, comme dans ce verdict finalement. Il apparaît qu'il était coupable parce qu'on lui a fait on lui a créé sa culpabilité dans un environnement qu'il ne maîtrise pas. Un dernier mot pour conclure un petit peu. Est-ce qu'il y aurait un message que vous avez envie de véhiculer à nos chers téléspectateurs ou un élément que vous aimeriez partager concernant cette histoire? Pourquoi elle vous tient peut-être tant à cœur? Pourquoi vous l'avez écrite aussi? Je l'ai écrite parce que c'était un moment où déjà on libère notre pensée lorsqu'on est cloisonné. Donc finalement, ma survie en tant qu'être humain était finalement de libérer ma pensée, d'où l'imagination qui nous a emmenés vers cette histoire. Mais je suis content d'avoir été questionné et je vous remercie pour la qualité de vos questions. Merci à vous. Et j'invite bien sûr ceux qui ont vu cette émission d'aller voir, d'aller chercher ce livre qui est actuellement en vente sur le site internet Livre-moi. Ils peuvent aller le chercher sur le site internet Livre-moi. Ils le trouveront ici, pourront l'acheter
sur place en attendant qu'il y ait des librairies qui les vendent en étalage, mais ils peuvent le prendre aussi sur commande. Un livre qui est un conte philosophique qui est adressé à tout public, et qui a plusieurs niveaux de lecture, donc plusieurs couches de profondeur. Merci à vous, Hadi Bouabid, c'est un plaisir. Alors je voudrais ajouter autre chose, je suis en train d'écrire un autre livre et en train d'essayer d'éditer d'autres chroniques, mais à ce moment-là, ça va être sur d'autres thèmes et surtout dans le satirique et dans l'humour. On a hâte de vous découvrir et de vous relire. En tout cas, je parle pour moi. Merci à vous, Merci Hadi beaucoup. Bouabid. Merci. C'est un plaisir de vous avoir Merci. comme invité aujourd'hui. C'est la fin d'Invité Culture pour aujourd'hui. Très bonne journée.